Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Comme toujours, avant tout, je vous rappelle que le dernier numéro de Rivers est toujours disponible sur basketsession.com, le numéro spécial 2003. Voilà, je ne vais pas vous réexpliquer le concept, mais très rapidement, voilà, c'est un retour sur cette année qui a changé pas mal de choses. En fait, une année charnière avec entre l'arrivée de la draft de LeBron James, Carmelo Anthony, Boris Diaw et compagnie, et le départ de Jordan, sa dernière année pro, le premier titre des Spurs, c'est le lancement d'une dynastie atypique. Voilà, tout un tas de sujets vraiment on vous recommande, disponible sur basketsession.com, comme toujours en édition limitée, 240 pages. Pour rappel, nos 5 premiers numéros sont totalement épuisés, donc si vous voulez celui-ci, ne tardez pas trop. Et puis, on va enchaîner tout de suite avec ce qui nous tient à cœur aujourd'hui. C'est un peu la période qu'on attend toute l'année, c'est les playoffs NBA. Pour l'instant, ce premier tour est aussi passionnant que ce à quoi on pouvait s'attendre. Pour me rejoindre, pour analyser tout ça, comme toujours, mes deux acolytes, mes deux coéquipiers, mes deux gars sûrs en attaque comme en défense, Shai Mamou, Antoine Pimel, voilà, qui ont répondu à l'appel. Et voilà, très simplement, on va forcément revenir sur une série de la conférence Est, le seul sweep de ces playoffs 2002, la série Boston Celtics contre les Brooklyn Nets qui s'est terminée hier par donc une 4e victoire de suite de Boston. Bonjour à tous les deux. Première chose, est-ce que vous imaginiez au début de ces playoffs que la seule équipe à n'avoir gagné aucun match de cette post-season serait les Brooklyn Nets? J'imagine que non, mais je me permets quand même de vous poser la question au cas où l'un d'entre vous aurait discrètement placé un petit billet dans des paris en ligne pour arrondir les fins de mois. Euh, bah, Honnêtement, c'est peut-être même la série que j'imaginais le plus se finir en 7 matchs. Grave. Et j'avais entre guillemets parié que ce serait Boston qui gagnerait en 7 matchs, mais je ne pensais pas du tout que, malgré leurs difficultés, toutes les galères, que Brooklyn prendrait un sweep. C'était pour le moins inattendu. Ouais, grave, moi pareil, j'aurais jamais cru ça. Alors moi en plus j'avais mis Brooklyn en 7, mais jamais j'aurais. Même à 3-0, je me suis dit qu'ils allaient gagner au moins pareil. un match, quoi. Ouais. Je me suis dit c'est mort, jamais ils vont. C'est la seule équipe des playoffs qui n'a pas gagné un match. Franchement, c'est très surprenant. Et c'est parce qu'on savait pas encore que Kyrie Irving était aussi propriétaire et dirigeant des Brooklyn Nets. Comme il nous l'a sous-entendu hier après le match. Ouais, c'est bon, vous inquiétez pas, on va remonter l'équipe avec mon gars Joe Tsai et Sean Marks. Non, mais c'est terrible. Là, cette saison de cette équipe, c'est terrifiant. Ce que je trouve ironique, Vas-y, ce que je trouve ironique, c'est qu'en fait, on aurait pu en réalité deviner qu'ils allaient se faire manger salement. Tu vois, dans le sens où ils ont perdu 11 matchs de suite, ils étaient à un moment 10e. En fait, il y a plein d'indices qui nous ont été donnés, Ouais. mais qu'on a refusé de voir, tu vois, en se disant, bah non, mais c'est Kevin Durant. Enfin, en tout cas, moi, c'était Pareil. voilà, mon raisonnement, de se dire, non, mais quand même, il y a deux stars, il y a trop de talent, même si c'est pas parfait, ils iront peut-être pas au bout, mais ça va être chaud. Et en fait, non, bah non, juste un moment, là, tu as la réalité, tu joues contre une vraie équipe qui a aussi des stars, et bah, tu te fais balayer, quoi. Mais c'est un peu la même logique qui voulait que jusqu'au dernier moment, il y avait un petit peu des gens qui se posaient la question de savoir si les Lakers allaient pouvoir finalement passer la deuxième, arriver en playoff et jouer le titre, alors qu'ils étaient à se battre pour le play-in et que finalement, ils n'ont même pas fait le play-in. C'est vrai que parfois, on finit par croire trop dans les stars. Et je suis totalement d'accord avec ce que vous dites quand vous parlez, Shai a parlé d'équipe. Au bout du compte, si on mettait joueur X à la place des noms des joueurs, on ne serait pas du tout surpris. Finalement, c'est le deuxième qui bat le septième au premier tour des playoffs sur une série courte. C'est pas surprenant. Surtout quand on sait que le septième avait un de ses joueurs majeurs qui a joué même pas la moitié des matchs de manière, enfin voilà, et toute une série compliquée. Que celui qui est censé être le troisième meilleur joueur de cette équipe, finalement, aura joué aucun des matchs de playoffs. Je parle de Ben Simmons. Et une star en plus, si tu dis, bon, bah, le meilleur joueur de toute l'équipe, de toute façon, va connaître des playoffs difficiles parce que confronté à une défense de fer. Je pense que là encore, si ce n'était pas Kevin Durant, on se dirait, bah oui, il n'y a aucune chance que le scénario est trop catastrophique pour que ça puisse marcher et qu'il puisse y avoir un miracle. Et malgré tout, au bout du compte, 4 matchs serrés dans l'ensemble, tous à l'avantage malgré tout de l'équipe qui a le plus de vécu ensemble. Qui a effectivement le mieux su jouer ensemble des deux côtés du terrain, manifestement. Et donc, victoire de Boston, un peu symbolique aussi avec la confrontation Jason Tatum, Kevin Durant. Il ne faut peut-être pas forcément y voir un passage de témoin. Il y a encore, KD encore a certainement pas donné, a pas dit son dernier mot, mais c'était quand même, il y avait pas mal de symboles intéressants dans cette série, j'ai trouvé. Et quelque part, c'est rassurant de voir
qu'à une époque où justement, nous, on se plaint un peu de l'assemblage de stars, enfin, des équipes qui s'assemblent avec des stars et un peu sans comment dire, sans logique presque. Là, on est potes, on va se mettre tous les deux, tous les trois ensemble. Que ce soit une équipe qui collectivement a progressé ensemble depuis plusieurs années avec quelques obstacles qui viennent et qui balayent une équipe qui s'est faite entre guillemets à l'arrache, qui a eu plein de changements, quelques épisodes irrationnels, pour pas dire complètement débiles, et qui fonctionne, qui arrive à sortir de cette série-là. Je trouve que c'est aussi rassurant de voir qu'on peut bien travailler et gagner des séries comme ça. Je dirais même que c'est satisfaisant. J'irais même un peu plus loin en disant que c'est satisfaisant, que voilà, je suis d'accord avec toi, c'est rassurant pour le basket. Après, je pense que c'est important de noter quand même que Boston a des stars. Hein. Boston ne gagne pas sans Tatum et Brown. Bien sûr. Donc clairement, mais c'est pas non plus comme si on avait eu une équipe sans stars qui avait tapé d'un coup une armada. Mais par contre, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. En fait, ce qui saute aux yeux, c'est que d'un côté, tu as un collectif, des mecs qui se connaissent, des rôles, du lien, une forme de cohésion, une forme d'alchimie. Et du coup, en fait, quand tu as ça et qu'en plus tu as deux très bons joueurs, parce que Tatum a été la superstar de cette série, franchement, je suis d'accord moi je suis d'accord avec toi, c'est pas un passage de témoin, Théo, mais par contre, le meilleur joueur sur le terrain, c'était Tatum. Et voilà, quand tu as tout ça, bah, au final, la différence avec une équipe qui manque de repères, qui manque de liant, bah, boum, ça te fait 4-0 en fait. C'est clair. Et puis, quelque part, enfin, ça montre aussi qu'on a un petit peu la mémoire courte parce que, pour rappel, il faut se rappeler quand même que le fameux Big Three de Miami avec LeBron, Dwayne Wade et Chris Bosh, bah, non seulement ils n'ont pas gagné la première année, mais ça a été même long. Toute la première partie de leur première saison a été laborieuse à tel point que voilà, il y avait la pression même peut-être pour faire sauter Eric Spoelstra pour le dégager en tant que coach. Ça n'a pas été simple. Et c'est aussi, je pense aussi qu'on oublie que les Warriors, ce n'est pas une équipe comme les autres, que les Warriors, avec Kevin Durant, en termes de talent, c'était au-dessus de toutes les autres équipes peut-être qu'on a pu connaître, et que ce n'était pas non plus une équipe lambda en termes de cohésion d'équipe dans le vestiaire, dans la manière dont le système très égalitaire au bout du compte offensif dans lequel cette équipe jouait, et l'accent qui était porté sur la défense, qui reste toujours pour moi en fait au-delà du cliché qui dit qu'on gagne des titres que par la défense, il y a aussi cet aspect que pour bien défendre au basket notamment, il faut le faire en équipe, et que il y a malgré tout une vraie une vraie qualité, une vraie chose dans le fait de jouer ensemble, se serrer les coudes, venir aider, l'aide, tous ceux, voilà, si vous avez joué ne serait-ce qu'en département, vous savez très bien ce que c'est tout ça, et que il y a ça peut galvaniser un groupe, et que quand tu as un groupe super talentueux et qu'en plus qu'il défend, là, ça fait grimper ton équipe. Et finalement, dans cette équipe, enfin, cette confrontation Boston-Brooklyn, moi, ce qui ressort, je pense, quand même, malgré tout, c'est cet aspect défensif. Défense incroyable, certes, de la part de Boston. Qualité, intensité, vitesse des rotations, etc. Mais moi, surtout, ce qui me reste au bout du compte, c'est cet aspect de cohésion défensive qui fait que limite, on sentait que les mecs avaient pas. Bien sûr, tu as Marcus Smart qui orchestre tout sur le terrain, mais les mecs se connaissent, se comprennent, anticipent même les déplacements défensifs de leurs coéquipiers. Et quelque part, je ne peux pas ne pas voir là-dedans une des clés du succès de Boston, surtout dans une série où, on le rappelle encore, chaque match a été relativement serré, donc ça s'est joué sur pas grand-chose, et souvent ça s'est joué comme ça pour Boston. Il y a eu de la cohésion défensive collectivement, mais il y a aussi une montée, une hausse de niveau chez des joueurs comme Tatum, c'était incroyable. Moi, je ne sais pas vous, mais moi je ne pensais pas qu'un jour je le verrais sur une série entière jouer à ce niveau-là en défense. On savait que c'était un joueur potentiellement prodigieux en attaque qui sait tout faire, mais au-delà du simple fait de devoir défendre sur Kevin Durant et qu'il l'a gêné, etc., je trouve qu'il a vraiment passé un cap à ce niveau-là, et c'est hyper prometteur pour après, pour son statut dans la ligue. Et pour revenir à ce que tu disais sur la cohésion, elle pouvait avoir lieu à Golden State parce que c'est un joueur qui s'est imbriqué dans une équipe qui avait déjà toute une culture, un coach qui pouvait mettre sa patte. À Brooklyn, c'était impossible, que ce soit en attaque ou en défense, parce que clairement, on a vu que Nash, il n'avait pas son mot à dire, que c'était Kyrie et KD qui faisaient un peu comme ils sentaient en termes de style de jeu, des deux côtés du terrain, et c'était pas possible. Et là, on a vu ce que c'était une équipe avec une académie de jeu défensive
et énormément de bons choix, de très bons joueurs défensifs individuellement. Il n'y a aucun maillon faible à Boston et une équipe qui a un peu navigué à vue comme Brooklyn. J'ajouterais le mot polyvalence à toute la liste que tu as fait, Théo, et ça rejoint du coup ce que vient de dire Shai, c'est-à-dire qu'à Boston, en fait, euh, je vais parler de Tatum après, mais comme disait notre collègue Julien ce matin, en fait, quand ça change sur écran, tu as constamment un bon défenseur sur Durant. Et il y avait pas, comme tu disais, il n'y avait pas de maillon faible. Voilà, que ce soit du Grant Williams, du Marcus Smart, du Jalen Brown, du Jason Tatum, Al Horford, tous ces gars-là ont pu contribuer à ralentir Kevin Durant. Et en fait, quand tu n'as pas d'alternative, quand ton équipe elle est construite un peu à l'arrache, comme on l'a dit, que tu n'as pas de cohésion, que tu n'as pas de meneur autre que Dragic, voilà, qui fait ce qu'il peut à ce stade de sa carrière, Mais qui a été bon, hein, d'ailleurs. Hein. qui a été, ouais, à part sur le game 1, mais oui, Mais notamment ouais, hier, ouais, j'ai trouvé qu'il était très, très bon hier. qui amenait du rythme, Mm. qui amenait un peu de gestion. En fait, au-delà de ça, quand tu as si peu de solutions que tu es à ce point prévisible, bah forcément, tu finis par te casser la gueule. Mais je pense là, Shai, par exemple, tu as commencé à mettre le doigt sur quelque chose, c'est la culture. Ce qui me choque, moi, le plus sur cet échec, ce que je me retiens le plus, c'est en fait, c'est la culture des Nets. On est là sur deux cultures différentes entre Boston et Brooklyn. Il y a une équipe, une franchise qui a une âme et une autre qui en avait une, qui a tout foutu en l'air pour faire venir des stars parce que les stars sont la base du succès, mais qui maintenant va devoir se reconstruire une culture si elle veut gagner quelque chose avec ses stars. Et c'est mal barré, j'ai peur. J'ai vu les caractères des bonhommes. Il va y avoir un gros travail de remise en question, de réflexion à faire, de réflexion sur eux-mêmes, sur Kyrie Irving, sur Kevin Durant, même Steve Nash. C'est ironique de se dire que Steve Nash a fait partie d'une des équipes précurseurs du basket moderne quand tu vois le jeu proposé par son équipe aujourd'hui, en fait. Ouais, C'est- je trouve que alors, là, Nash, il a pris un peu cher. Il suffit d'aller faire un tour sur le réseau pour voir que on a l'impression qu'il est là sans être là. Et c'est l'impression qu'on a pu avoir en regardant jouer les Nets. Hein. On n'a pas vu beaucoup de choses qui avaient l'air de venir de lui. Mais Mais je ne suis pas tout à fait d'accord quand même, parce que même dans cette série, il a quand même tenté des changements de line-up. Alors, il n'a pas changé la manière de jouer, mais parce qu'aussi, il a ouais, moi deux je parle joueurs de la très pauvreté du particuliers jeu. Ouais. qui dictent le jeu. Mais derrière, même dans ce match 4, finalement, du moins dans les deux derniers matchs, il a tenté des choses. Le 5 majeur qui a fini le match 3, là, je sais, enfin 5 majeur, le 5 était sur le terrain de Brooklyn, je ne sais même pas si ces 5 joueurs-là avaient été alignés ensemble, ne serait-ce qu'une fois à l'entraînement. Là, dans le dernier match, à un moment, il retente un coup, Blake Griffin, ça marche plutôt pas mal. Il tente Dragic. Moi, j'ai le sentiment qu'on le voyait tenter des choses, du moins dans les rotations, quoi. moi, je sais juste pas. En fait, si je disais ça, c'est parce que toute la période, bon, il y en a eu plusieurs, hein, des périodes de bordel à Brooklyn cette année, mais où il y a eu soit KD blessé, soit juste après le départ d'Arden, soit Kyrie qui n'était pas là. C'est sur cette période-là que je ne l'ai pas vu. Alors, je ne dis pas que c'était simple hein, avec l'effectif qu'il avait, mais j'ai pas vu un style se dégager comme j'ai pu voir dans d'autres équipes qui avaient ces difficultés-là et chez lesquelles il manquait des joueurs par le passé. Je sais pas, n'importe quoi. Les Clippers, par exemple, on voyait qu'il y avait une sorte de dynamique qui s'instaurait en l'absence des stars, un style de jeu, peut-être quelque chose de très dur, très défensif. Et du coup, ça aurait pu aussi leur servir là maintenant dans cette période avec le retour des stars. Et moi, je ne vois pas d'identité de jeu et j'ai pas vu dans la période que j'évoquais, j'ai pas vu Nash vraiment développer quelque chose, une osmose. Et encore une fois, c'est peut-être pas de sa faute. Hein. C'est pour ça que je disais que les gens le critiquent, mais on ne sait pas quelle est sa marge de manœuvre. Et le pauvre, il a l'air d'avoir pris 20 ans d'âge en 2 ans. C'est dur. En fait, là, il va probablement être reconduit et ça va être vraiment le test pour lui. Parce que s'il arrive toujours pas à, comment dire, à ce qu'on voit vraiment quelque chose sa patte et c'est la manière dont il a envie que l'équipe joue et que ça reste borné à Kyrie et KD qui font ce qu'ils veulent, ça va être dommage pour son héritage. Alors, en fait, là, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui me gênait, c'était. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il était là, les bras croisés. Il était Ah non, c'est pas. sûr. Hmm. Toi, c'était pas le coach des Wolves à se manger un 21-0, les bras croisés, en disant il reste des temps morts ou pas ou, tu vois, c'est pas ce niveau-là. Et au bout du compte, quand je regarde. Alors, je vais pas défendre Steve Nash mordicus. Hein. Simplement, je me dis, ça reste un jeune entraîneur. Les Nets savaient que c'était un jeune entraîneur. Ils n'ont pas pris. Voilà. Donc, il faut accepter aussi c'est pas parce que tu as été un très grand joueur que tu as un très grand coach. Ça, c'est Surtout pas sûr. instantanément. Il faut saluer le travail que fait Jason Kidd cette année. Et le travail qu'il fait cette année, c'est pas le travail qu'il a fait aux Nets, c'est pas le travail qu'il a fait aux Bucks.
Ça prend du temps. C'est quelque chose qui prend du temps. Mais derrière, si je regarde l'équipe des Nets au fur et à mesure de la saison, je ne sais même pas s'il y a un autre entraîneur de toute la ligue qui a dû s'adapter autant, en fait. Il a commencé. Je veux dire, on oublie presque que James Harden, c'était encore cette année qu'il jouait à Brooklyn. On a presque oublié à tel point l'équipe a bougé tout le temps. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas une identité de jeu forte qui se détache au-delà du fait que c'est l'équipe de Kevin Durant et parfois, quand Kyrie Irving est là, de Kevin Durant et Kyrie Irving. Et qu'au bout du compte, le truc auquel je reviens, c'est que si tu n'as pas tes joueurs, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas créer d'osmose, tu ne peux pas créer, même offensivement. Tu vois, quand on voit on y viendra peut-être tout à l'heure, mais la façon dont Nick Nurse peut faire évoluer les Raptors au sein même d'une série, c'est aussi parce qu'il a les mêmes joueurs depuis des années et des années, que c'est des joueurs qui sont coachables, que c'est des joueurs, même ces stars comme Fred VanVleet ou Pascal Siakam, qui ne sont pas des superstars, donc qui sont à l'écoute, qui sont prêts à être coachés et qui savent aussi, je vais aller plus loin, je vais même aller plus loin. Je pense que ce sont des joueurs qui savent qu'ils ont besoin d'être coachés et que faire évoluer le jeu de l'équipe, c'est pas leur mettre des menottes, c'est leur donner plus d'atouts pour pouvoir gagner. Et ça, pour le coup, je suis vraiment pas sûr que Kyrie Irving en est conscient. Mais c'est même pas que tu n'es pas sûr, c'est qu'il l'a dit. On en reparlera avec Antoine ce matin le fameux live Instagram d'il y a un an là, où on voyait KD et Kyrie discuter avec l'autre qui lui disait non, mais de toute façon, n'importe qui peut coacher les Nets. Tiens, combien je peux faire de post-up? Tiens, je négocie. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont, je pense, en tout cas Kyrie, peut-être pas KD, mais parce que KD a défendu Nash ce matin, il a directement dit regardez, le pauvre, ça fait 2 ans, regardez ce qui se mange entre le Covid, les trades, les blessures. Kyrie, il n'a pas dit ça. Kyrie, il est dans sa ligne de dire on est tellement fort en gros qu'on n'a pas besoin vraiment d'avoir un monstre au coaching et on est capable de. Donc il le dit lui-même qu'il n'a pas besoin d'être coaché en fait. Après, juste sur Nash, il y a Nash, et Durant et je crois aussi Irving ont vachement mis en avant la continuité. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de continuité, même si ça a été aussi quelque part, aussi, notamment quand on se concentre sur Kyrie Irving, c'était aussi par choix. Je ne sais pas si je vais dire par sa faute, parce que chacun est maître de son corps, mais en tout cas par choix, de son propre choix. Il y a eu un vrai problème de continuité. Par contre, là où moi j'attendais Steve Nash, où je pense qu'il pouvait en faire plus, c'est qu'il y a eu. J'ai l'impression qu'il s'est quand même fait, parmi tous les facteurs qui expliquent ce sweep, il s'est quand même fait battre tactiquement par Ime Udoka. Ils n'ont jamais su trouver une réponse offensive à la manière dont était défendu Kevin Durant. Moi, c'était plus sur cet aspect-là, même si effectivement, il a tenté des line-up. Je pense qu'il y avait moyen des fois d'essayer d'orienter l'attaque autrement, mais effectivement, on en revient toujours à cette idée de continuité. Ils n'ont pas pu travailler ça pendant la saison. Donc quelque part qu'ils le gardent, moi je trouve que je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, je pense que ça ne réglera pas tout. Même travailler sur la durée, ça peut vraiment faire progresser cette équipe. Mais et c'est là maintenant où on en vient à Kyrie Irving, et pas que lui, et même Kevin Durant. Il y a un problème de gestion à Brooklyn. Les stars font ce qu'elles veulent. Ça me fait penser au PSG en foot, honnêtement, pour faire un parallèle un peu simple, mais c'est vraiment, on a pris des stars parce qu'on avait besoin de stars, parce qu'on n'est pas une super grosse franchise à la base, mais qu'on veut le devenir et qu'on veut aller au Graal, et du coup, par contre, on ne sait pas gérer nos stars. C'est plus possible, et ça rejoint à cette histoire de coaching. Kyrie Irving, à un moment, il faut qu'il puisse être coaché, il faut qu'il puisse être géré en dehors, il faut que Kevin Durant puisse être coaché. C'est un joueur formidable, il a tout à gagner à être mis dans un système, et c'est comme ça qu'il a gagné. Les seules fois où il a gagné durant sa carrière, c'est quand il était mis dans un système avec des principes forts. Il faut que ça soit le cas, en fait. Et je suis alors totalement d'accord avec ça, notamment pour aussi là où Steve Nash a certainement pêché. Tu parlais là, des ajustements offensifs, trouver des idées, effectivement, je suis d'accord avec ça. Après, je trouvais ça dur en fait de me dire on va lui faire porter le chapeau alors que je ne pense pas que ce soit le principal problème des Nets. C'est plutôt Non, ça que je voulais dire. Par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un problème, je pense. Alors, parfois, on en fait un peu trop, je pense, dans les médias sur les aspects leadership, c'est l'équipe de qui, etc. Il n'empêche que quand je regarde cette équipe de Brooklyn, Kevin Durant et Kyrie Irving, chacun à leur manière, sont des joueurs extraordinaires. On peut imaginer, certainement, je pense que Kevin Durant a des qualités de leader par l'exemple, dans ce qu'il peut apporter sur le terrain notamment. Mais quand je regarde ce roster, je me dis, mais qui est le Udonis Haslem de cette équipe?
Ah, y a Qui est pas. le Draymond Green ou même Le qui est Marcus Smart, il n'y a même pas. le Caruso de cette équipe. Un mec, franchement, il y a plusieurs vidéos qui sont sorties de vestiaire. Je ne sais pas si vous les avez vues passer, où il y a Caruso qui prend la parole dans le vestiaire des Bulls. Et tu dis, ah bah ouais, son impact ne se limite pas au terrain, quoi. Et au bout du compte, dans cette équipe des Nets, je ne vois pas un seul joueur où je me dis, peut-être Dragic sur la fin, mais quand tu arrives à un mois de la fin de la saison, tu ne peux pas non plus être le patron, enfin, patron, pas le patron, mais celui qui va justement, celui qui va pas avoir peur de dire aux stars, ouais, tu fais pas le boulot, le Marcus Smart de Boston, si vous Oui, voulez, c'est on ça. en revient encore. C'est ça, Il c'est les n'y a âmes de pas ça. l'équipe. Non, il n'y a pas. Et Il y a je ne pas. pense pas que ça peut marcher. Et moi, je pense que, honnêtement, euh, je ne pense pas que Brooklyn puisse espérer être champion en gardant Kyrie Irving. Je pense que c'est trop un risque parce que tu ne sais pas s'il va venir jouer, honnêtement. Tout simplement, tu ne sais pas. Et je ne parle même pas de Covid, en fait. Et ça ne veut pas dire que je ne remets pas en cause les justifications qu'il peut donner. Ce n'est pas ma place de dire s'il a raison ou pas d'agir et de réagir comme il le fait. Mais je pense que quand tu te dis, tu peux dire, il me reste quoi, 2 ans, 3 ans peut-être d'un Kevin Durant au top de sa forme, ou du moins autour de lequel je peux construire une équipe, max peut-être. Moi, je pense que tu ne peux pas compter sur Kyrie Irving. Donc, on verra, hein, peut-être que l'histoire me donnera tort. Je pense que le fait d'avoir récupéré Ben Simmons, si jamais ses problèmes de dos lui permettent de reprendre la saison prochaine, je continue à penser que c'est pas si mal. Parce que ne serait-ce que pour la simple et bonne raison que le mec est sous contrat et qu'il est suffisamment jeune et qu'il a suffisamment de potentiel pour que tu te dises il va pouvoir apporter sur le terrain. Mais derrière, je pense que ça ne pourra pas se faire avec Kyrie Irving, KD et peu importe les joueurs autour. Mais pourtant, ouais, malheureusement, ça va être le cas parce qu'il a une player option qui va évidemment activer parce qu'il a envie d'être à Brooklyn. Et KD a visiblement toujours envie de jouer avec lui. Ils sont toujours dans la logique, on va le faire ensemble. C'est un peu notre destinée. Ils sont un peu dans ce trip-là qui est pas facile à comprendre parce qu'on se dit, on en revient encore à une situation où on se dit, mais KD est tellement fort que qu'est-ce qui va s'emmerder avec Kyrie, qui est un joueur superbe, mais on a l'impression qu'il le freine et que c'est son pote un peu toxique qui va l'empêcher de C'est réussir dans ça, ce job, quoi. bien choisir ses amis. Ouais, c'est ça. Et puis même avec le fait de, entre guillemets, choisir ou valider Harden sans se dire que ça allait peut-être pas fonctionner avec Kyrie. Enfin, encore une fois, là c'est pour le coup, c'est une nouvelle fois pour défendre Steve Nash, mais il faut se rendre compte de ce qu'il a mangé en extra sportif ou en choses qui impactaient directement la manière dont il pouvait gérer son effectif. Alors le Covid, c'était pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui avait son deuxième meilleur joueur qui s'est pas fait vacciner. C'est pas arrivé partout, hein. Harden qui demande son trade, Simmons Qui arrive qui hors de forme, qui hors arrive de, hors de totalement hors de forme. forme. Ouais. Voilà, Et hors de non, Harden, forme. c'est un parce manque que, de parce, respect. parce qu'honnêtement, Kyrie, bon, je ne comprends pas le délire parce que dès le départ, quand ils ont signé aux Nets, alors on n'avait pas encore lancé le podcast, hein, mais le premier truc qu'on s'est dit entre nous, c'est les Nets viennent de signer deux des mes superstars les plus incompréhensibles de toute la ligue, Kyrie Oui, Irving et Kevin Durant. Et c'est pas forcément péjoratif ce que je dis, c'est juste deux des mecs, on se dit, c'est le plus dur de comprendre ce qu'ils veulent dans la vie, comment ils veulent faire les choses. Donc déjà, c'est un risque. Derrière avoir fait venir James Harden, ça avait beaucoup de sens au bout du compte. Même s'ils ont dû sacrifier, ils ont dû tout donner. Niveau basket, ça avait beaucoup de sens. Oui, la belle-mère, des droits, des futurs tours de draft, etc. Mais je pense que le fait que James Harden demande son trade, ça, je pense que KD l'avait pas imaginé une seule seconde. Et ça reste pour moi le truc le plus dingue de tout, en fait. Ça reste que James Harden soit arrivé hors de forme et que derrière, il demande à se faire trader. Pour moi, là, c'est le truc le plus mais dingue. peut-être, mais KD aurait dû se dire, enfin, c'est que KD connaît pas bien, je sais pas, ses potes, en fait, parce que il aurait dû se dire, bon, je connais Harden, je l'ai pratiqué pendant des années, tous les ans, on se voit au Star Game, on s'affronte. Il voit bien que Kyrie, c'est un personnage clivant qui est pas facile à. Enfin, il a eu du mal à vivre avec LeBron, avec d'autres joueurs à Boston. Et il se dit pas, l'autre, avec son délire d'allumer de l'encens autour des terrains, à pas vouloir se faire vacciner, à pas vouloir jouer, ça va pas coller avec Harden, qui est là sur une fenêtre courte en se disant, je vais gagner. Et Non, l'autre, mais après, c'est un branque, hein, Harden, d'avoir fait ça, d'être parti. C'est un manque de courage et il n'a pas assumé la chose. Mais bon. soit c'est ça, soit il s'est dit, bah, au moins, j'aurai Harden à qui jouer, en fait. Parce que Ah c'est oui. ça aussi, une des raisons pour lesquelles les Nets ont fait ce trade, c'est de se dire, bon, bah voilà, au moins on a trois stars. Si on a Mm. une qui se blesse, avec deux, on peut essayer d'être championne. Alors que si on n'a que Kyrie et KD, et que Kyrie, une fois sur deux, on ne sait même pas où il est, on est obligé
de lui mettre un traceur dans sa voiture pour comprendre s'il est encore dans l'état de New York ou pas. Et ben, c'était un petit peu l'assurance, quoi. Mais là, au bout du compte, repartir. Alors oui, effectivement, Kyrie va très certainement activer sa clause. Très certainement, il va demander une extension dans la foulée au maximum. Bien sûr. Et si j'étais Brooklyn, je me poserais vraiment la question de savoir si je peux prendre le risque de payer ce mec-là sur un contrat max ou un contrat long terme pour beaucoup d'argent, sachant que moins il sera fiable, plus il pénalisera les Nets sur le terrain, mais plus il pénalisera aussi leur chance de pouvoir avoir quelque chose en échange si jamais ils voulaient le trader, quoi. Mais c'est ça, je crois qu'en fait, c'est là où, tu vois, quand tout à l'heure, je disais, ouais, il faudra se poser des sérieuses questions. Je pense que ça concerne Kevin Durant, ça concerne Kyrie Irving, ça concerne l'organisation. Et notamment cette question-là, il va falloir que Sean Marks, le GM, se la pose vraiment. Ce qui me fait peur, c'est aujourd'hui quelle est la valeur de Kyrie Irving en fait sur le marché, parce qu'il est très très fort, mais je pense qu'on a vu cette année, et c'est resté, tous les GM l'ont noté, on a vu à quel point il est ingérable. C'est-à-dire qu'avant, ça se disait, mais tu sais, tu as toujours l'excuse en fait dans un vestiaire. Tu sais, il y avait aussi à Horford, il y avait tout un truc à Boston au final, tu ne pouvais pas vraiment savoir. Là, on a eu sous les yeux l'exposition euh, de ce gars n'a pas de limite. Et moi, je pense que ça va faire peur à n'importe quelle franchise et qu'aujourd'hui, c'est dur de l'échanger, mais que cette question, elle doit être se poser. Kevin Durant doit vraiment aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut vraiment juste jouer avec son pote et bon, essayer de gagner avec son pote et ça compte plus que tout, ou est-ce qu'il est en mode carrière, je veux vraiment gagner un titre? Parce que s'il veut vraiment gagner un titre, Kyrie, il faut qu'il joue avec lui à la Drew League et à Rocker Park. Et là, ils vont tout gagner, je te le dis. Là, ils gagneront tous les matchs. Il n'y a aucun doute sur le fait que dans du basket comme ça, ils gagnent tous les matchs. Mais en NBA, ça ne peut pas marcher. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. L'avenir nous donnera peut-être tort, mais moi, je pense qu'ils gagneront jamais. Je pense qu'ils gagneront jamais avec Kyrie Irving. Je sais qu'il a gagné à Cleveland et tu sais quoi? Ça me fait même encore plus. Et pourtant, vous savez que je ne suis pas le plus grand fan de LeBron James, mais putain, ça me dit quelque chose sur LeBron et sur le niveau atteint par LeBron aux Cavaliers. Ben, non, Il a mais gagné avec ce mec. on ne peut pas revenir sur tout. C'est pas le podcast du Kyrie Irving bashing, mais Bien sûr. honnêtement, avant l'arrivée de LeBron aux Cavs, quand Kyrie Irving était certes un jeune joueur, mais était le franchise player, les Cavs n'ont même jamais fait les playoffs. Ouais, Derrière, c'est lui qui a demandé à partir de Cleveland, alors qu'il c'est venait lui. d'être champion quand même. Et depuis, c'est que le bordel. Il a été à Boston. Boston n'a jamais été aussi loin en playoff que sans lui, Ouais. quand même. Il a promis à Boston qu'il allait finir sa carrière là-bas. 6 Bah, mois plus tard, il demande à être échangé. Et quand tu mets tout ça bout à bout, tu te dis, mais même si c'est pas pour le même, imaginons que simplement là, il active sa clause et que Brooklyn veuille le trader, quelle équipe va prendre le risque d'envoyer quelque chose de valeur en échange de Kyrie Irving, ne serait-ce même si Kyrie Irving fait la promesse, comme Chris Paul a pu le faire, de dire, je vais re-signer ici. Faites-moi venir, je vais re-signer ici. Aucune équipe peut prendre ce risque-là. Je vois pas quelle star il récupère. Impossible. En fait, les gars, il n'y aura pas à se poser la question parce que moi, je pense vraiment que KD est dans l'optique de se dire je vais défendre mon gars jusqu'au bout, je veux montrer que je suis un gars fidèle. J'ai l'impression qu'il s'est donné pour mission de dire on peut gagner ensemble, vous ne comprenez pas Kyrie, parce que sinon, il aurait été beaucoup plus saignant que ça. Il l'a été avec Harden, même avant qu'Harden soit tradé. Hein. Il faisait des petits sous-entendus ouais, effectivement, en gros, c'est chiant comme situation. Mais sur Kyrie, il continue de le défendre bec et ongle. Ils ont créé un truc, un lien qui fait que on n'aura pas à se demander s'il va prolonger, pas prolonger, parce que ça va se faire. Moi, je pense que ça va se faire et que c'est sous ce format-là que les Nets vont devoir construire et qu'il faut se demander plutôt comment est-ce qu'ils vont accompagner ces mecs-là. Peut-être que autour, le supporting cast, c'est compliqué parce qu'ils ont peu de marge de manœuvre, mais c'est peut-être le supporting cast qui va faire la différence au final. Mais quel supporting cast tu construis si tu ne sais pas quelles seront tes stars, en fait, qui seront disponibles sur le terrain, en fait? C'est ça qui est ingérable pour en théorie, je pense qu'ils essaient d'être optimistes et de se dire que le Covid ne va plus les ralentir maintenant que Kyrie peut jouer, que Simmons va jouer. Alors, on est d'accord, c'est de la théorie. J'ai peur que Kyrie manquait des matchs déjà avant le Covid. Même avant le Covid, il ratait des matchs. Ouais, bon, ça restait 3-4 matchs, donc on peut se dire que... Enfin, ou les 15 jours, je ne sais plus. Mais... Moi, j'ai peur que le problème, il ne soit jamais sur le terrain, en fait. Même s'ils ont une équipe excellente. Même s'il y a des problèmes sur le terrain aussi. Toujours... Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire que même si, en fait, ils arrivaient à trouver le bon supporting cast, j'ai peur que mentalement, en fait, il y ait des moments où ça claque, en fait, parce qu'il y aura trop de trucs bizarres. Et c'est là où on rejoint qui va être leur leader de vestiaire.
Qui ils vont aller chercher pour être ce leader de vestiaire? Quel mec va recadrer Kevin Durant? Et je veux dire, PJ Tucker, il est à Miami, il va pas venir à Brooklyn. Tu vois, quel mec ils vont aller chercher? Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est vraiment plus ces espèces de petits à côté. C'est-à-dire que je pense vraiment que Ben Simmons, s'il revient à son niveau, il règle deux problèmes majeurs: le playmaking, la défense. Et le Juste rebond, avec ça, et le et rebond le aussi. rebond, et le rebond. Juste avec ça, déjà, cette équipe, elle a une gueule complètement différente. Je reste persuadé que Ben Simmons y joue, cette série, elle est complètement différente. Ça reste de la théorie. Ouais, voilà, c'est de la théorie. Surtout ce qui s'est passé avec lui, là, ça reste. Même si, alors, évidemment, une fois qu'il dit qu'il joue pas le Game 3, tu te dis, oui, il vaut mieux qu'il Ouais, joue pas, il va pas se faire une blessure. Mais ce que les médias US ont débattu pendant des jours, en étant peut-être encore plus dur que ce qu'ils auraient dû, mais le simple fait d'entretenir l'illusion qu'il peut jouer pour au final. Puis il était en train de sautiller sur le bord du terrain. Tu n'as pas l'impression qu'il y a des problèmes de dos, tu vois. Mais on a vraiment l'impression que c'est psychologique et j'ai un peu peur pour la suite parce que c'est déjà un effectif avec qui est un peu fragile. Il n'y a pas de dynamique et tu rajoutes un mec comme ça qui peut aussi te claquer entre les doigts. C'est. Je- ça ne je- sera pas le leader, en tout Ben cas. Simmons, je suis un peu étonné. Moi, je suis quand même. Bon, je comprends son bras de fer avec Philadelphie, je comprends pourquoi tout le monde s'est abattu sur lui. Là, voir les anciennes stars NBA lui tomber dessus parce qu'il joue pas le match 4, honnêtement, moi, j'ai pas compris. Parce qu'il n'y avait aucun Oui, intérêt pour aucun lui Le à jouer match ce 3, en intérêt. match. fait, c'est le match 3 en Mais fait, même qui les me reproche. Non, playoffs, c'est en fait, surtout il n'y a le aucun 4. C'est intérêt. surtout pour le 4 quand même qui s'est fait fumer. Quand Reggie Miller lui tombe dessus, c'est quand à partir du moment où ils annoncent Ouais. qu'il ne jouera pas le Ouais, match parce que 4. c'était Barclay, c'est Barclay et Shaq qui après ont dit. Barclay dit non, mais moi, le match 4, c'est pas grave. C'était le 3 où il aurait dû essayer et dire tu joues 2 minutes, au pire, ça passe pas et c'est Ouais. pas on t'en veut pas. Et, Mais Mais Barclay et Shaq, enfin, c'est sympa hein, ce qu'ils disent, il n'y a pas de souci. Après, Shaq, tu peux dire, mais attends, mon gars, pourquoi tu as choisi de te faire opérer, toi, pendant une saison régulière au lieu de le faire pendant tes vacances, si vraiment tu étais un compétiteur et que tu pensais à l'équipe. Barclay, il y a des tas de fois où tu aurais pu lui dire, mais comment ça se fait que tu n'es pas en état de jouer avant le All-Star Break? Je pense qu'ils oublient un petit peu. Enfin, Mais moi, bien j'ai sûr. adoré le basket des années 90, j'adore le basket des années 2000, 2020 et compagnie. Mais parfois, je pense qu'il y a un peu un mythe aussi autour de la dureté des mecs des années 90. Ils oublient aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et que tous les dossiers ne sortaient pas aussi vite que maintenant, quoi. Parce que pour Ben Simmons, oui, c'est un joueur qui a montré des fragilités sur les derniers playoffs qu'il a joué avec les Sixers. Mais je pense aussi que c'est un joueur dont la force et la faiblesse, c'est aussi le fait d'être têtu, déterminé et d'être un rageur. Et franchement, moi, honnêtement, si ses problèmes de dos sont remis et s'il peut reprendre le basket, je ne vois pas en fait pourquoi il serait moins bon que la ah non, version du Ben Simmons qu'on a déjà vu jouer. non, non, il sera pas bon. Et simplement cette version-là de Ben Simmons avec les Nets, ça te donne, comme disait Antoine, ça te donne du playmaking, ça te donne de la défense, du rebond et ça te donne du rythme. Et ça, on en parlait tout à l'heure un petit peu avant de commencer le podcast parce qu'on parle des problèmes de Kyrie Irving, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il ne va pas jouer. Mais même sur le terrain, il y a un problème de leadership aussi dans le jeu. Alors effectivement, ça peut venir du système. Donc dans ce cas-là, on peut pointer du doigt Steve Nash, dans le sens où il n'y a pas un vrai système avec une identité de jeu bien définie. Mais là, quand Dragic rentrait sur le terrain, c'était assez marrant. Tu te dis, mais il a 40 piges, c'est lui qui donne du rythme. Tout de suite, ça court, tout de suite, la balle est lâchée devant. Même ce que j'ai trouvé que Kevin Durant a très bien fait dans ce match 4, c'est la vitesse de prise de décision. Choisir d'attaquer avant que la prise à deux arrive, ou alors se débarrasser du ballon au moment où la prise à deux arrive pour servir les autres. Et même parfois, c'est lui qui a poussé la balle un petit peu pour créer du jeu. Et c'est un registre dans lequel Kyrie Irving n'est jamais, en fait. Il est à fond, en attaque, pour jouer pour lui. Et quand je dis ça, je ne veux pas que ce soit pris dans le sens où c'est pas forcément une critique, c'est sa force, Oui, c'est son point fort. Il est c'est très son fort point en fort. contre-un. Voilà, C'est c'est ça. son ADN en tant que joueur. Et ça ne veut pas dire qu'il est incapable de faire la bonne passe, je ne dis pas ça. Mais quand il n'a pas la balle, en fait, il ne sert pas beaucoup plus de choses que James Harden à l'époque Houston quand il n'avait pas la balle. Et ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, c'est tout le temps l'exemple que je donne, mais moi, je trouve que Dwayne Wade a montré encore plus à quel point c'était un grand joueur au moment où il a laissé le leadership à LeBron James parce qu'il s'est réinventé en coupant loin du ballon, venir au rebond offensif, couper dans le dos de la défense. C'est des choses qui ne sont pas faciles à faire, encore plus quand tu as l'ego d'une superstar. Et là, encore une fois, ce n'est pas une critique non plus. Mais dans l'état actuel des choses, quand Kyrie Irving n'a pas la balle, il ne fait qu'une chose, c'est soit être statique, soit venir se resituer derrière le ballon pour pouvoir éventuellement recevoir des ballons dans le dos pour pouvoir tirer de loin. Ouais, pouvoir Mais il ne tirer, crée ouais. pas un deuxième danger vers le cercle. Il ne contribue pas à créer du jeu pour les Nets, tout Non, il ne simplement. crée pas de mouvement. Et en fait, c'était déjà le cas à Cleveland, en fait.
C'était déjà ce qui se passait aux Cavaliers. Tyronn Lue lui avait même reproché, je ne sais plus sur quelle finale, c'est 2016 où ils gagnent ou 2017 où ils perdent, mais lui avait déjà reproché de jouer trop longuement ses isolations en fait. Lui dire, ok, tu peux jouer tes isos, mais mets du rythme, prends-les vite, attaque vite, avant que la défense se place. Et c'est déjà pas ce qu'il faisait Kyrie Irving en fait. Donc là, on a un joueur qui est extrêmement talentueux, vraiment au niveau des skills. J'ai rarement vu ça, mais qui n'est pas un joueur de basket organisé presque. J'exagère un peu, mais c'est pas vraiment un meneur. Il apporte pas le deuxième playmaking d'un arrière, c'est-à-dire il va pas, comme tu disais, prendre l'espace après un premier décalage. Tu vois, il fait pas ça non plus. Il est pas là à exploiter le petit temps de retard qu'aurait pris la défense sur la première attaque de Kevin Durant. Donc en fait, il joue que par ses exploits, comme dans le Game 1, quand il met ses 39 points, où il y a des paniers incroyables, où il les prend en première intention à 7, 8 mètres, juste il tire, il y va, il monte, il tire. Mais il apporte pas quelque chose dans le jeu. Et à un moment, ça aussi, pareil, ça pose problème. Et je pense qu'il a aussi, on parlait de l'ego, et je pense qu'il a une estime, je ne sais pas si c'est de l'ego, mais je pense qu'il se voit vraiment sur le même plan que Kevin Durant, au même titre que peut-être, alors la comparaison peut-être que Westbrook se voyait exactement au même plan que Kevin Durant. Donc c'est peut-être quelque chose qui est propre à Durant dans sa carrière, il faudra analyser après coup, mais il n'arrive pas à être l'indiscutable première option qu'on doit respecter et limite devant laquelle il faut faire des courbettes. J'exagère, mais encore, je reviens aux déclarations dont je parlais tout à l'heure. Le simple fait qu'il se voit comme manager de la franchise au même titre que KD et que les deux autres, pour moi, c'est qu'il y a un manque de réalisme sur le joueur qu'il est et ce qu'il doit être sur le terrain, en fait. C'est même enfin, ça va paraître dur, mais j'ai l'impression qu'il ne comprend pas ce qui se passe, en fait. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, les role-players des Nets ont été irréprochables, en fait, sur quasiment toute la série. Les mecs sont sortis du banc, les uns ou les autres, et ils ont été performants. Ils ont joué. Bruce Brown, extraordinaire en début de série. Blake Griffin sort du placard et encore des toiles d'araignée partout. Le gars, il se défonce à un moment. Tu as l'impression qu'il va qu'il va demander le changement au milieu du terrain tellement il n'en peut plus. Tu ne peux pas lui demander de faire plus que ça. Je veux dire, moi, il y avait quand même, comment dire, Nicolas Claxton, là, bon, il tape un record malheureux d'inefficacité au lancer franc de Shaq, mais derrière, bah, il va chercher des rebonds offensifs, il donne des secondes solutions. Quel mec du banc, en fait, si tu regardes les Nets, à part les stars, quel mec tu peux pointer du doigt en disant que vous n'avez pas été au niveau auquel on espérait ou le niveau qu'il fallait pour jouer. Il y a que 3 joueurs en fait. Ben Simmons parce qu'il n'a pas joué du tout. KD parce que sur les 3 premiers matchs, la défense de Boston l'a fait déjouer. Et il n'y a pas forcément de honte à ça, mais c'est un fait. Et Kyrie Irving parce qu'il est trop inconstant. Et ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, sur le fait que ce ne soit pas un joueur qui peut créer pour les autres, il y a aussi le côté de si tu n'as pas joué avec les mecs, il y a des choses. Tu connais pas leur tendance. En fait, il y a un truc qui s'appelle la saison régulière qui dure 82 matchs et qui te permet justement, quand tu arrives en playoff, si tu as des objectifs, d'avoir pu tester des options différentes, des line-up différents, d'avoir pu être habitué à jouer avec tes gars. Tu sais, je vois Boston, Kevin Pritchard, il sort du banc. Il a été excellent dans toute cette série. Si on regarde tout à l'heure, tu disais Antoine, il n'y a pas de maillon faible en défense du côté de Boston. Pritchard, c'est un bon défenseur, mais physiquement, il n'a pas les mêmes atouts que les autres joueurs. Au bout du compte, Boston a pu faire jouer Pritchard en se servant uniquement de ses points forts et jamais les Nets n'ont réussi à l'exploiter de l'autre côté du terrain en se disant là on a peut-être un truc à jouer. Et ça c'est des choses, c'est du QI basket et de l'intelligence de jeu qui se développe à force de jouer, d'être en réaction, de voir ce qui se passe. Tout vient pas du coach. C'est ça. Là, Chris Paul, c'est typiquement le genre de match-up que lui aurait senti en fait. Tu sais, tu as des mecs, en fait, tu sais que tu peux pas leur laisser ça. Là, il n'y a pas de lecture. Il n'y a pas de lecture, il n'y a pas. Ça manque de. C'est marrant que c'est un joueur. Et en fait, ça manquait de génie au Nets. Malgré le fait qu'ils aient 2 super talents, ça manquait quand même de génie. Je ne sais pas si vous voyez le paradoxe, quoi. Ouais. Au final, c'était fade. Si, c'est ça, c'était pas inspiré. Ouais, c'est une équipe fade et qui a du potentiel encore, mais qui est loin du compte. C'est un peu comme ça qu'est décrite la franchise depuis qu'elle existe, c'est-à-dire entre les couleurs, l'atmosphère là, mais vraiment localement. Même là, on a fait un recrutement de malade mental, et même l'année d'avant, avec une équipe qui se tapait bien, qui avait arraché les playoffs et tout, il y a toujours cette espèce de goût, de manque de goût en fait.
c'est dommage parce qu'il y a tout pour faire quelque chose de franc. Mais Et je vous propose qu'on regarde un petit peu l'autre côté parce que le truc Ouais. aussi de Brooklyn, c'est qu'ils sont tombés sur une équipe de Boston en pleine bourre depuis le All-Star Break, qui a prouvé, s'il fallait encore le prouver, que ce n'était pas simplement un coup de chaud, mais que c'était vraiment solide. Défensivement, on l'a dit, incroyable. On a commencé à parler un petit peu de Jason Tatum. Effectivement, il y a quand même l'ascension, enfin, la pente sur laquelle il est, sa porte ascendante, il est encore loin du sommet. On en parlait l'autre fois entre nous en disant que finalement sa saison rookie avait un peu faussé les attentes parce qu'il était allé tellement haut dès sa saison rookie qu'après on avait oublié à quel point c'est un jeune joueur encore, 23 ans. Si je me trompe pas. Donc là, en tout cas, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Et puis aussi, ce début de saison où il y avait beaucoup de bruit autour de cette équipe de Boston, nouveau coach, ça marchait pas vraiment. Marcus Smart qui gueulait dans les vestiaires, des gens qui se posaient la question de savoir s'il fallait trader, si tu pouvais gagner avec Jason Tatum et Jalen Brown ensemble dans la même équipe. Un truc, enfin moi personnellement, j'ai jamais trop compris cette question-là, mais toujours est-il qu'on sent à l'inverse des Nets qu'il y a c'est un groupe qui est passé par beaucoup de choses ensemble, qui a des liens forts sur le terrain en dehors, certainement des mecs qui ne peuvent pas se sentir non plus en dehors du terrain. Mais par contre, sur le terrain, il y a une vraie cohésion. Et je pense que la question est pas, enfin, la question se pose de savoir finalement, après ce premier tour quand même impressionnant, quel est le potentiel de cette équipe des Boston Celtics selon vous pour ces playoffs 2022? franchement, de mémoire, j'ai rarement vu un tel changement de rendement, de compétitivité, de niveau en si peu de temps, et surtout avec les mêmes joueurs de base, en fait. Hmm. Je trouve ça fou, parce que, comme tu le disais, on se demandait, bon, au bout d'un moment, il va falloir peut-être réfléchir, Jaylen Brown, Tatum, est-ce que Smart, est-ce qu'ils peuvent pas faire mieux à la main, tout ça. Et au final, ils se sont repris, franchement, là, depuis janvier, c'est les Bulls 96, Boston. Ils défoncent tout le monde. Ou 91 pour la défense, mais ils défoncent tout le monde en défense. Et même juste là, le niveau collectif de la défense, là, dans l'ère moderne, sans le hand-checking et tout, je n'ai pas souvenir de trucs qui m'ont autant impressionné, en fait. Sur la durée, parce que là, depuis janvier, ils jouent comme ça et ils défendent comme ça, en fait. C'est pas juste là, ils ne se sont pas dit, bon, c'est Brooklyn, on va se mettre à défendre plus sérieusement. Je trouve le niveau défensif de l'équipe et l'ADN du coup défensif qu'ils ont depuis des années, depuis Brad Stevens, c'était déjà comme ça. Je le trouve phénoménal. Et d'une équipe dont je me disais, bon, c'est une petite fenêtre d'opportunité, des blessures partout, ça peut faire quelque chose parce qu'ils se connaissent et que c'est un avantage. Là, honnêtement, je leur vois un chemin vers les finales s'ils arrivent à. Enfin, je ne dis pas que c'est du tout que ce sont devenus les favoris, mais ils sont quand même rapprochés de Milwaukee dans mon esprit pour gagner l'Est. Moi, je vais un poil plus nuancer. En fait, alors je suis d'accord sur tout ça, notamment sur l'évolution des Celtics, que je trouve très intéressante. J'ai l'impression que cette victoire éclatante, en fait, elle peut être paradoxalement un peu qui tout double. C'est-à-dire que là, il y a un niveau de confiance qui est au-dessus du soleil pour les Celtics. Soit vraiment ils surfent là-dessus, j'arrive pas à savoir. Je vais donner deux hypothèses, parce que j'arrive pas vraiment à voir où ça peut se situer. Mais soit ils surfent là-dessus et effectivement, on est sur une équipe qui continue à grandir et qui passe vraiment un palier à l'image de Tatum, qui s'affirme vraiment. On peut se dire, plus tard, on s'en souviendra comme les playoffs où Tatum a vraiment encore est devenu Jason Tatum, tu vois. Ou d'un autre côté, j'ai peur que le retour à la réalité soit un peu brutal à un moment. C'est-à-dire que, alors c'est très fort, sortir Brooklyn comme ça, c'est très fort. Ils ont tout le mérite. Ils ont joué quand même contre une équipe ultra dysfonctionnelle. Et théoriquement, ils sont censés affronter les Bucks au deuxième tour, en fait. Et là, je pense que le changement risque d'être rude. Je pense pas, je te dis pas que la série sera pas serrée. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas non plus que Boston ne peut pas gagner. Mais j'ai l'impression qu'on va être sur une série complètement différente, très défensive pour le coup, avec une autre vraie grosse défense en face. Et là, ça ne sera pas la même chose parce que Boston a quand même aussi pu profiter des largesses défensives énormes des Nets sur que des matchs serrés. Il faut savoir que Boston, c'était une des plus mauvaises équipes de la Ligue. C'était une des 5 pires équipes de la Ligue dans le clutch time. Et ils ont réussi à gagner 4 matchs clutch. Alors, c'est très encourageant, mais c'est aussi des fois dû à des erreurs, des passages où tu te dis, mais
comment ils peuvent laisser ce panier? Tu vois, il y a eu des paniers clés, on en parlait notamment dans le game 1, celui de Jalen Brown, où tu te dis, mais comment ça n'arrivera pas contre Milwaukee, en fait. Donc, voilà, je juste nuance un peu en me disant, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner quand ça va être contre un autre style de basket. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu notes, Antoine. Moi, la question effectivement que je me pose, elle concerne l'attaque de Boston. Parce que défensivement, je pense que ça sera très fort. Je pense qu'il y a même des choses qu'ils ont pu faire face à KD qui sont intéressantes dans l'éventualité d'un match-up face à Milwaukee et Giannis Antetokounmpo. Par contre, effectivement, moi, ce qui me gênait, notamment sur le début de la série de Boston, c'est des moments où ça manquait de liant en attaque avec des situations pas très claires, des moments même où l'attaque avait l'air de bugger ou de caler complètement. Et en même temps, ce que j'ai trouvé intéressant, par exemple, notamment dans le match d'hier et dans le match précédent aussi, c'est que les moments où Brooklyn s'est lancé sur des runs, a enchaîné des 8-0 par exemple, Boston, au-delà de finir par mettre un stop, a toujours su mettre le panier important au moment important. Ouais. Hier, c'est Jason Tatum qui a quasiment à chaque fois sorti un panier sans doute pas facile au moment clé. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas donné à tout le monde et à toutes les équipes non plus de sentir ces moments, les moments vraiment où un match peut basculer, le moment où il faut mettre, que ce soit le fameux dagger, la dernière épée que tu plantes dans le dos de l'adversaire pour le mettre à distance, ou au contraire, le moment où il faut vraiment que tu remettes un panier pour un peu couper le souffle de l'équipe adverse qui pensait avoir une chance de pouvoir raccrocher les wagons. Ça, je trouve ça intéressant, vraiment, en termes de maturité. Mais par contre, c'est vrai que je vois, même si Brooklyn a bien mieux défendu que je n'aurais pensé que cette équipe en serait capable, je suis d'accord avec toi, Antoine, sur le fait qu'il y a quand même plus de maillons faibles du côté de Brooklyn. En fait, on pourrait dire que la série, c'est quasiment résumé à ça. Quand Brooklyn mettait son meilleur, le 5 qui lui donnait le plus de chances de pouvoir marquer, c'était systématiquement un 5 qui était le plus exploitable en défense et au rebond. Et la donne ne sera pas la même face à Milwaukee. Ça ne sera pas la même non plus. Enfin, si c'est Milwaukee, bien sûr, qui passe, ça ne serait pas non plus la même face aux 8 si jamais ces deux équipes devaient se rencontrer plus tard dans ces playoffs. Donc, ça va vraiment être intéressant de voir si, comme tu le disais un petit peu, Antoine, si le niveau qu'on a vu Brooklyn-Boston si ça, c'est leur niveau maximum quelque part, ou si c'est une équipe qui est en train d'évoluer face à nous, en fait, dont on est en train de se rendre compte qu'elle est en train de gagner en maturité et en train de progresser à mesure même que les matchs s'enchaînent. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Alors, c'est peut-être de l'optimisme et de la réaction trop à chaud, sans prendre de recul, parce qu'en ce moment, voilà, c'est l'équipe qui est la plus marquante. Mais il y a plein de trucs qui me font dire que ouais, ils ont l'air d'avoir trouvé leur formule. Ils ont une confiance presque irrationnelle. Ils sont jamais en panique. Tu regardes leur match, même si, comme tu disais, ils prennent des mauvaises séquences, ils sont toujours calmes et tranquilles dans la réaction. Et même, il y a des joueurs individuellement que je trouve un peu métamorphosés. Marcus Smart, au-delà de sa défense, je trouve que c'est devenu un très bon playmaker en fait. Il perd peu de ballons, déjà, et puis il prend plus le rôle de meneur pur et dur et pas de deuxième arrière comme on l'a vu quand Boston avait avec Kemba Walker. Voilà, individuellement, j'ai l'impression que les joueurs se trouvent, collectivement, il y a l'osmose. Donc je sais, sur cette campagne-là, j'ai l'impression qu'ils sont sur une dynamique qui peut faire penser à d'autres qu'on a vues par le passé, du type Détroit, où la construction de l'équipe n'est pas pareille, hein, mais voilà, c'est pour ça que je suis plutôt optimiste pour Boston, alors que je ne m'y attendais pas en début de saison. Je regardais les matchs, honnêtement, c'était un peu emmerdant. On ne voyait pas trop l'effet Udoka. Et au final, oui, moi je les vois. Je ne dis pas qu'ils vont battre forcément Milwaukee, mais j'ai presque l'impression que le vainqueur de l'Est se situe dans cette série-là, en tout cas, dans la série qui s'annonce si Milwaukee finit bien le boulot. Oh, Théo va t'embrouiller là avec Miami. Je sais. J'ai voulu provoquer un petit peu. mais les mêmes questions qu'on se pose sur Boston, c'est marrant parce que tu peux te les poser exactement de la même manière pour Tatum en fait. Juste, tu peux enlever Tatum et prendre Tatum et te poser exactement la même question dans le sens où tu peux te dire, mais est-ce qu'on le voit vraiment grandir ou est-ce que, on sait que Tatum, il peut avoir cette tendance à vouloir jouer le héros. Voilà, il n'a pas été formaté par Kobe Bryant par hasard. Sauf que jouer et faire du Kobe Bryant, ça inclut d'atteindre le niveau de Kobe Bryant. Et du coup, j'arrive pas à savoir si là, on est en train de voir qui a été pour moi, encore une fois, la superstar de cette série. Est-ce qu'on est en train de voir un Tatum qui grandit et qui va atteindre un niveau stratosphérique au point où il est capable de vraiment faire gagner son équipe série après série? Ou est-ce qu'à l'inverse, il y a un moment où, voilà, dans des fins de match serrés contre les Bucks,
Il va vouloir prendre trop de tirs, les prendre pas bien. Il va se coltiner du Jrue Holiday, du Giannis, Justement, du il y a un truc. Middleton. Il y a un truc, c'est que effectivement, j'ai l'impression que là, il a peut-être vraiment saisi le fameux coup de la Mamba Mentality avec laquelle on nous saoule non-stop. Les mecs, dès qu'il y a un mec qui commence à devenir chaud, il dit ouais, j'ai la Mamba Mentality et tout. En fait, Kobe, à l'âge de Tatum et tout ça, c'était un défenseur monstrueux qui était dans les meilleurs 5 défensifs. Et c'est aussi ça, en fait, la Mamba Mentality, c'est d'être un énorme défenseur et d'être capable d'être l'option numéro 1 de ton équipe derrière. Et là, j'ai l'impression que Tatum, il l'a compris, en fait, cet aspect-là. Et que sur cette série et même un peu avant, il a fait des progrès et il a une implication défensive que je trouve phénoménale. Au-delà du fait que ce soit Kevin Durant, ce qui est quand même pas anodin, je pense que sur son implication défensive, il a franchi un niveau qui fait qu'il se débarrasse un peu de cet aspect je suis un héritier de Kobe et je vais faire le héros. C'est le scénario optimiste. Hein. Je ne dis pas qu'il ne va pas retomber dans des travers, mais j'ai l'impression qu'il a un peu compris quel joueur il devait être. Moi, ça défend. Ah, pardon. Vas-y. Non, j'allais juste dire défensivement, je suis d'accord. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment offensivement. En fait, j'ai peur de certains tirs, de certaines sélections de tirs dans certains moments. En fait. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, là où j'ai le sentiment vraiment qu'il a grandi, ou enfin, du moins que les fans de Boston peuvent vraiment espérer ça, c'est dans son degré d'activité, en fait. C'est que moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans les moments clés, il a trouvé le moyen d'être actif. Alors, parfois, c'était dans le scoring. Hein. Hier, c'est souvent, il a sorti des gros paniers au bon moment. Mais on l'a vu aussi faire le bon choix aussi, voir la prise à devenir, lâcher la balle dans le bon timing. On l'a vu aller prendre des rebonds. On l'a vu défendre. Et je me dis, Boston a 3 joueurs. On peut dire que c'est peut-être ces voire même 4 joueurs, si on compte Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum et Al Horford, qui sont capables de faire des actions décisives, qu'elles soient en attaque, en défense, au rebond ou en bougeant loin du ballon. Je veux dire, le panier que met Tatum à la fin du game 1, il est incroyable parce que c'est au buzzer, parce que techniquement, c'est. Mais la coupe et le timing sont parfaits en fait. Ouais. Peu de Avant stars même qui qu'il ait la balle, sur un panier décisif. il a déjà fait l'action décisive. Ouais. Imaginons qu'il rate le lay-up. Bien sûr, tu perds le match, mais par contre, pour moi, ça aurait déjà été remarquable en fait. Ces dernières possessions gérées par Boston à la fin du premier match, j'y reviens brièvement là avec Jalen Brown aurait très bien pu prendre le tir, forcer le tir. Marcus Smart aurait très bien pu forcer le tir. Et Jason Tatum aurait très bien pu se dire, de toute façon, ils vont shooter. Je vais pas arriver en fait. J'ai pas besoin de tracer et d'arriver dans ce timing-là à ce moment-là, au moment où clairement il attend de voir si Marcus Smart s'engage pour aller jouer le drive ou pas avant d'arriver. Et tout ça, ça fait. Voilà, je pense que c'est des choses quand même qui peuvent être à l'avantage de Boston, même si je pense que malgré les progrès de Marcus Smart à la création, j'ai encore des interrogations quand même sur la capacité de Boston à pouvoir ronronner quelque part en attaque face à des défenses de très haut niveau et face aussi à des coachs. Budenholzer, on sait que défensivement, ses plans de jeu sont souvent très au point. On sait que Spoelstra, si jamais ça devait arriver jusque-là, est aussi un des coachs qui a les meilleurs ajustements offensifs et défensifs de la Ligue. Ça va vraiment être intéressant de voir jusqu'où cette équipe de Celtics pourra aller. Mais il y a des raisons d'être optimiste. Oui, et ça sera des belles séries. Dans tous les cas, ce sera des belles séries. Il faudra voir aussi l'énergie qu'ils ont. C'est marrant, hein, c'est un gros paradoxe parce qu'ils ont gagné en 4 manches. Il faudra voir physiquement quelle énergie ils ont laissé sur cette série, en fait, défensivement. Parce qu'il y a eu une implication nerveuse et physique. Après, voilà, c'est des joueurs jeunes, à part Horford. Ouais. C'est la renaissance, là, on dirait qu'il a 25 ans depuis qu'il est venu. Mais bon, c'est des joueurs jeunes, je ne m'inquiète pas trop, mais pareil, ça va être des facteurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quel que soit le vainqueur de la série, je me permets de me prononcer sur le fait que Milwaukee va passer, ça va vraiment être une série très intéressante et vraiment engagée, je pense. Ouais, qui testera peut-être aussi, parce que du côté de Boston aussi, on peut dire, tout à l'heure on disait du côté des Nets là, que tous leurs remplaçants étaient très bons. C'est vrai aussi du côté de Boston, mais on en revient à ce que tu disais un petit peu, Antoine, tout à l'heure. C'est-à-dire que même si je trouve que Brooklyn a plutôt bien défendu sur cette série, il y a certains tirs que les remplaçants de Boston ont pu avoir. Je ne pense pas que ce sera des tirs aussi ouverts, aussi clairs ou aussi facile avec tous les guillemets qu'on veut mettre autour face à des équipes comme Milwaukee ou contre Miami. Et c'est vrai que tu reprends cette série ou contre Philadelphie, hein, ça doit être Philadelphie, ou Toronto même.
Même contre Toronto, hein, il y a des tirs qui ne sont pas aussi ouverts que ce qu'ils ont pu être contre les Nets. Et voilà, si tu commences à. Enfin, c'est ça aussi qui fait la différence entre les playoffs et la saison régulière. C'est pour ça que les superstars sont payés aussi cher. C'est que normalement, les superstars sont censés hausser leur niveau de jeu en playoff parce que souvent, les joueurs de rotation de complément, eux, ont tendance à baisser un petit peu de pied. Et donc ça sera intéressant à voir, notamment au tour suivant, je pense, du côté de Boston. Yes. Je vous propose qu'on fasse à moins que vous ayez autre chose à dire sur Boston, Brooklyn, les casse-têtes de cet été du côté de Sean Marks. Ça va pas être l'été, va pas être de tourpeau, mais sinon je vous propose on pourrait dire deux mots des séries qui vous ont le plus intéressé, le plus marqué dans le reste de ces playoffs. On a mentionné à l'instant Toronto-Philadelphie, Philadelphie qui menait 3-0 et finalement Philadelphie qui ne mène plus que 3-2 avec prochain match à Toronto. Le match a eu lieu hier. Est-ce qu'on peut peut-être dire deux mots là-dessus? Qu'est-ce que ça vous inspire quoi? Moi qui avais misé sur Toronto, ça m'inspire de bonnes choses. Mais non, mais c'est fou de se dire que là, potentiellement, Doc Rivers, qui est le coach qui a perdu le plus de séries en ayant mené 3-1. Dealer, Shai, dealer. Voilà. Il a perdu 3 séries. Il y a eu 13 séries dans l'histoire de la NBA où une équipe a mené 3-1 et a perdu derrière. Et il y a 3 fois où ça a été des équipes de Doc Rivers quand même. Et sur plusieurs décennies, donc c'est ça qui est magique. Mais avec plusieurs équipes différentes. Avec Orlando et les Clippers. Donc là, on n'en est pas encore là. Ils mènent encore 3-2. Ils peuvent plier l'affaire au prochain match. Sauf que je trouve l'évolution des Sixers sur cette série extrêmement inquiétante. Et même si jamais une équipe a remonté un 3-0, parce qu'ils ont quand même mené 3-0 là, Toronto me semble avoir fait ce que j'espérais qu'ils fassent en tout début de série, c'est retrouver la formule pour être suffisamment perturbant pour les Sixers. La blessure au doigt d'Embiid semble déranger. Harden est toujours en train de pioncer et c'est un problème pour Philadelphie. Il n'arrive pas à se faire violence, à prendre les choses en main. C'est extrêmement compliqué. Et Toronto qui arrive à battre Philadelphie sans Fred VanVleet, avec Scottie Barnes sur une jambe et demie, et les pronostics pas du tout en leur faveur parce que jamais une équipe a remonté ce retard-là. Je trouve ça extrêmement inquiétant pour Philadelphie et je continue de croire que l'énorme upset est possible. Je m'attendais pas du tout à ce que après les premiers matchs, je m'attendais pas du tout à ce que la série soit disputée parce que Philadelphie me semblait sans avoir à forcer. En plus, Harden et Embiid ne faisaient pas des matchs monstrueux. Il y avait Tobias Harris qui était bien, qui faisait ses stats, et Toronto surtout qui avait aucune réponse et qui avait rien à apporter. Autant là, j'ai quand même l'impression que les mouches ont changé d'âne un peu. C'est fou parce que, en fait, si on y réfléchit bien, Philadelphie est quand même vraiment encore en position de se qualifier. Oui. Et pourtant, je suis d'accord avec toi sur le changement de shift. En fait, quand tu mènes 3-0, que tu perds le 4e match, par exemple, au final, c'est presque classique. Je veux dire, tu vois, tout le monde se relâche un peu à 3-0. On l'a vu avec les Warriors. Voilà, tu perds quelques ballons, tu rates des lancers francs. C'est exactement ce qui s'est passé pour Golden State contre Denver. Tu as tendance un peu à te relâcher, notamment quand tu es tête de série. De toute façon, le match suivant, il est à domicile. Mais par contre, la logique veut que quand même, en tant qu'équipe favorite, tu te ressaisisses et tu sois capable de gagner chez toi, tu vois, de conclure la série chez toi. C'est quand même quelque chose parce que justement, pour éviter cette situation délicate dans laquelle il se retrouve aujourd'hui. Et sur ce match, donc 5, horrible. Ils perdent à domicile et ils perdent de 15 points en se faisant dominer. Ils mettent que 88 points. Ouais. En fait, là déjà, c'est un premier signal où tu dis ouf. J'ajoute que le public a commencé à huer dès le deuxième quart-temps. Exactement, avec ton public qui te siffle. Mais oui, on les aime, les fans des Sixers, c'est ça qui est donc, oui, c'est ça. Et ils sont incroyables, les fans de Philadelphie. Et là, donc là, tu rentres dans une logique. En fait, déjà, il y a un premier signal. Mentalement, tu sais que si ton équipe, elle met que 88 points sur un match aussi décisif, tu vois, c'est comme le Jazz qui se mange 30 points sur un Game 5 où tu es à 2-2. Le Jazz, je suis désolé, on peut les enterrer, tu vois. En fait, tu vois, c'est des signaux, tu vois. Et là, tu te dis, tu sais qu'à côté de ça, tu as la blessure d'Embiid. Tu vois qu'il est moins dominant. En plus, il défend à plein sur lui. Et derrière, tu as Harden qui passe encore une fois à côté de ses playoffs. Alors, ils ne sont pas à l'abri d'un Harden game. Tu vois, voilà, Harden qui met 35, 36 points et ça boucle l'affaire. Oui, ou un Joel Embiid qui va se faire... qui dit... Ouais, c'est ça, qui se fait violence sur un match, quitte à se dire, bon, la série d'après, les 3 premiers matchs, je suis cuit, mais là, celle-là, je donne tout parce qu'on ne peut pas sortir maintenant. Je pense qu'ils sont toujours en bonne position, mais effectivement,
Mentalement, c'est une équipe qui répond très mal à l'adversité, les Sixers. C'est une équipe qui est cool. Doc Rivers, vous l'avez signalé, c'est le mec qui n'est pas le meilleur pour remobiliser ses troupes quand ça commence à partir en vrille. Embiid non plus, Harden non plus. Et là, Embiid a déjà commencé à mettre un petit coup à Harden en mode on l'a vu. Il faudrait qu'il soit plus agressif. Je le dis depuis le début. En fait, Embiid, c'est fou. On reproche souvent aux athlètes de sortir les phrases bateau, genre tout va bien se passer. Mais en fait, il y a des moments, Embiid, tu as envie de lui dire non, s'il te plaît, dis un truc bête, dis ça va bien se passer. Et là, quand même, il lui tend le micro et le mec ne peut pas s'empêcher de dire Harden, ça fait depuis le début, je dis qu'il devrait jouer son jeu, mais bon, c'est pas à moi de le dire. Je pense que il dit même pas ça. Tu vois, je veux dire, même la manière dont il dit les choses, c'est sans doute au coach de le dire, mais bon, qu'est-ce que tu vois, il a deux doigts de dire qu'est-ce que j'y connais. Il dit quand même, c'est sans doute au coach de lui dire. Et il le répète plusieurs fois. Quel message t'envoies à ton coach, à ton coéquipier qui vient d'arriver, où on a souligné que dès qu'il allait avoir de l'adversité, ça allait poser problème. Et boum, ça y échappe pas. Et là, ils vont jouer dans une salle la plus bouillante de la ligue contre une équipe qui n'a rien à perdre et qui, elle, pour le coup, n'a pas peur de l'adversité, sait la traverser et va se battre jusqu'au bout. En fait. Même s'il se qualifie, franchement, ce que ça implique derrière, quand tu vois Boston, quand tu vois Milwaukee, tu te dis, si là, il y a ils vont jouer Miami derrière. Et voilà, on n'a même pas parlé de l'équipe de Théo. Voilà, c'est compliqué. Et eux, ils jouent Miami, mais Miami, Miami et Kyle Lowry qui vient de Philadelphie, avec Jimmy Butler qui a été largué par les Sixers, avec PJ Tucker, avec Bam Adebayo qui va prendre le duel avec Embiid de manière personnelle. Bon, dans ce cas, je veux bien m'asseoir sur mes thunes et que Philadelphie passe juste pour voir. Mentalement, ils vont les détruire en fait. Déjà, une chose par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il ne voulait pas parler à la place du coach, là, Joel Embiid, là, c'est parce qu'il est un peu rookie, il ne connaît pas assez Doc Rivers. Doc Rivers attend l'élimination avant de pousser un joueur sous le bus. Donc, on verra ça à la fin de la série pour dire que c'est la faute de James Harden du côté de Doc Rivers. Ça arrivera plus tard, ça. Par contre, effectivement, ce que tu dis, c'est intéressant parce que prochain match à Toronto, salle bouillante, ils n'auront pas Matisse Thybulle avec eux. Derrière, si jamais tu perds ce match, tu reviens à Philadelphie. Imagine, tu te fais siffler à la fin du deuxième quart-temps, match 7, où à un moment à 8-0, tu te retrouves fébrile avec une espèce de silence de mort dans la salle. Avec une pression qui grimpe. Doc Rivers comme coach, James Harden en défense. C'est recette pour tout est réuni. Alors, encore une fois, vous avez raison tous les deux. Là, on n'est pas à l'abri d'un gros match de James Harden à un moment. On n'est pas à l'abri d'un gros match de Joel Embiid si son pouce qui vraiment a l'air de le gêner. On le voyait sur le dribble, sur les passes, même des réceptions de ballon. Ça a l'air d'être compliqué. Il ne peut pas jouer de la même manière. Le problème, c'est que Toronto, c'est une équipe qui, plus la série va durer, plus ils vont les user en fait. Ils sont grands, ils sont physiques. À un moment, c'était intéressant. On voit Matisse Thybulle qui change sur un pic, qui se retrouve face à Scottie Barnes. Matisse Thybulle, peut-être un des tout meilleurs, premiers 5 au NBA en défense cette année. Et en fait, la simple dimension physique de Scottie Barnes fait qu'il peut pas lui imposer sa volonté défensive parce qu'ils font tous 6-8, 6-9. Ils sont costauds, ils sont longs. Et ils imposent une espèce de dimension physique qui est vraiment usante. Et là, tout à l'heure, on parlait des ajustements défensifs. Ce que Toronto a fait dans cette série face à Philadelphie, là, c'est vraiment impressionnant, notamment la manière dont ils forcent, en gros, Tyrese Maxey et James Harden, ils n'ont pas de tir à 3 points ouverts. Les seuls tirs qu'ils peuvent prendre, grosso modo, c'est des espèces de flotteurs avec un défenseur qui vient très fort pour les obliger à prendre le drive. Et derrière, tu as des mecs de 6-8, 6-9 qui viennent contester un tir. Qui contestent. Tu prends des flotteurs, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. C'est marrant. Ils poussent une équipe de Daryl Morey à prendre exactement les tirs que Daryl Morey bannit. Ne pas qu'ils prennent, exactement. Une espèce de long 2 points. Ouais. En plus, la taille là que tu as souligné, c'est super important. Ça me fait penser un peu au Thunder de l'époque Durant et Westbrook. Ouais. Alors évidemment, sans Kevin Durant ou sans Russell Westbrook, mais tu sais, dans le défi physique qui est imposé à toi et auquel tu es obligé de répondre constamment parce que ces gars-là, ils peuvent recouvrir très vite sur des pick and roll, ils peuvent contester très vite des tirs, ils sont assez longs pour même en retard contester un peu un 3 points en gênant, en mettant la main devant. C'est très dur. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que plus la série avance, plus ces gars-là, avec Nick Nurse, ils vont comprendre, OK, en fait, ça, on peut le bannir, ça, on peut le laisser. Va y avoir une vraie adaptation au fur et à mesure de chaque match qui ne peut que les aider à progresser, en fait, tout au long de la série. Là où les Sixers, leur plafond dépend vachement de leur star. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que Nick Nurse, on sait, voilà, c'est un des coachs quand même les plus créatifs de NBA. Et tout au long de la saison,
le plan de jeu des Raptors, il évolue tout au long de la saison, en fait. Ils tentent des choses en défense, ils tentent des choses en attaque différentes tout au long de l'année. Et au bout du compte, ça fait que tes joueurs ils sont habitués à devoir s'adapter, à devoir comprendre des choses différentes. Et là, c'était marrant, hein, dans le match d'hier, là, quand les Sixers se passent en zone, ils sont passés en zone pour essayer de faire déjouer un petit peu les Raptors. Et en fait, plusieurs fois, ils se sont fait prendre un petit peu comme des débutants quelque part, en ayant le regard sur le ballon et en laissant les joueurs couper dans le dos de la zone. Tu as des joueurs comme Chris Boucher qui passe. À un moment, c'est Hachimura qui passe, qui récupère un petit ballon sous le cercle pour des paniers faciles. Et tout ça, c'est pareil. Tout à l'heure, on parlait des Nets. Ces choses-là, si tout au long de l'année, tu n'as pas été habitué à t'adapter, alors je ne dis pas, hein, c'est du très haut niveau, les joueurs, je ne dis pas qu'ils sont incapables de le faire, en fait, mais une espèce de gymnastique intellectuelle, de mémoire un petit peu collective aussi, qui te permet de t'adapter aux situations, qui fait que je pense que plus la série va. Enfin, si la série devait aller jusqu'à un match 7, pour faire simple, s'il y a un match 7, je pense clairement que l'avantage sera pour les Raptors. Il faut donner du crédit à Pascal Siakam aussi, qui a vraiment, vraiment haussé son niveau de jeu. Le début de la série, c'était compliqué pour lui. Là, je le trouve à un niveau quasiment le meilleur niveau que je l'ai vu quasiment en NBA depuis qu'il a explosé. On sent qu'il a déjà été là, il est déjà passé par là, même si maintenant il a un rôle différent de l'année où les Raptors ont été champions. Mais je le trouve épatant depuis que les Raptors se sont réveillés, je le trouve génial. C'est Oui, un puis tu joueur as très aussi. sous-estimé. Pardon, vas-y. Non, j'ai juste dit c'est un joueur très sous-estimé. Oui, c'est clair. Et puis, tu as aussi des joueurs qui reviennent de blessures Scotty Barnes, il sortait un peu en boitant du dernier match. J'espère que ce sera remis pour le prochain. Mais Gary Trent Jr. qui revenait aussi de blessure, là, qui était plutôt bon dans le match d'hier. Tu sens aussi que s'il a encore 2 jours de repos et un autre match, ça devrait aller de mieux en mieux, etc. Philadelphie avait tout intérêt à abréger cette série le plus possible, à faire en sorte qu'elle soit le plus courte possible. Et ça va être. Ouais, mais c'est vrai que c'est fou, les Raptors. En début d'année, on se demandait s'il ne fallait pas qu'ils explosent le groupe, qu'ils trade Pascal Siakam, qui avait commencé l'année vraiment dans la difficulté, etc. Et au bout du compte, bah, les valeurs du collectif et de bosser ensemble, ça paye. Il y a un autre aspect sur cette série. Toronto a beaucoup plus de profondeur de banc. Il n'y a pas vraiment de temps faible à Toronto, dans le sens où, en fait, même quand les titulaires sortent, tu te retrouves quand même avec une équipe qui sait jouer au basket. Déjà parce que, comme tu le soulignais tout à l'heure en off, c'est une équipe qui a beaucoup de principes de jeu. Donc, en fait, elle n'est jamais vraiment paniquée. Elle n'est pas dépendante d'une star. C'est une des équipes, justement, où le scoring est le mieux réparti en NBA. Le danger, il peut venir d'un peu partout. Ils n'ont pas un espèce de super talent. Mais les Sixers, de toute façon, n'ont pas une. Comment dire? C'est pas une. Les Sixers n'ont pas une très grosse défense. Ils ont Matisse. Enfin, c'est une bonne. Je te dis pas. Comment dire? C'est une bonne équipe défensive, mais elle n'est pas taillée forcément pour stopper une équipe aussi imprévisible. Si tu veux, ils ont Matisse Thybulle qui est capable de défendre sur un fort attaquant extérieur. Ils ont Joel Embiid qui peut verrouiller le cercle, mais face à une équipe qui est constamment en mouvement, ils n'ont pas forcément de réponse. Ce n'est pas la meilleure équipe collective, ce n'est pas la meilleure défense collective de la Ligue. Elle peut se reposer sur des match-ups. C'est une équipe où il y aura toujours James Harden comme point faible à exploiter quand il est sur le terrain. Donc, en fait, face à une équipe intelligente, les Sixers peuvent vraiment pêcher. Et là, pareil, cette profondeur de banc, quand il va falloir jouer le match 6 à Toronto, quand Embiid va sortir un peu, parce que voilà, faut bien qu'il se repose, va falloir tenir les minutes. Si Harden il n'est pas dedans, quand Harden sort aussi, qui va mettre des points? Il n'y a personne sur le banc, c'est désert. C'est une des équipes candidates au titre avec le plus mauvais banc. Il y a quand même pas mal d'éléments où tu te dis, mais en fait, le premier 3-0 de l'histoire, on va peut-être le voir là. Tu vois. Vous vous rendez compte si c'est Doc Rivers? Ouais, c'est Doc Rivers et James Harden qui sortent au premier tour comme ça. C'est vraiment. Enfin, si les Nets et les Sixers sortent au premier tour, le trade, on va en reparler. Après, c'est du court terme, hein, mais le trade, on va l'analyser de manière un peu salée. C'est un très grand si, mais je pense que si les Sixers ils perdent 4-3 après avoir mené 3-0, c'est encore plus humiliant et scandaleux que les Nets qui se prennent 4-0 contre les Celtics. Oui. Ils auraient réussi en une semaine à faire effacer. Bon, après, voilà, on est sur du grand si. Hein. Je pense encore que Philadelphie est bien placé. Hein. Oui, ils peuvent très bien. Mais ils ont intérêt à prendre ce match 6. Hein. Ouais, je suis d'accord. C'est ce que j'ai à dire. Quoi. Le match 6 leur échappe, ça va vraiment, vraiment être chaud. C'est clair. Parmi les autres séries, on n'est pas forcément obligé de les passer toutes en revue. Allez, je vais vous en donner quelques-unes. Utah Dallas, Antoine a dit que c'était mort pour Utah.
C'est mort. Blessure de... C'est mort. Non, C'est mais, mort. là, c'est fou parce que tu vois le dernier match où tu as l'impression qu'ils ont compris des choses. T'as Rudy Gobert qui nous dit fuck that talk et tout pour répondre aux rumeurs sur l'équipe qui se casse. Tu te dis, ça y est, ils ont créé un truc et là, tu te retrouves. Enfin, c'était scandaleux. Le match c'est catastrophique. Ils ont mis 72 points. 77, ouais. 77, pardon. Lucas Doncic, il les Ah, a bah, voilà. exposés comme jamais. Mais en fait, du coup, je suis en train de me dire que. Alors, on savait que Utah était en difficulté, mais si Doncic joue dès le premier match, en fait, ils peuvent se faire sweeper, quoi. J'ai l'impression que ça aurait pu finir comme ça, parce que là, tu regardes, c'est Rudy qui finit meilleur marqueur du match de Utah, je crois. Non, Non, Jordan Clarkson, mais Clarkson oui, qui était derrière, mais ouais. t'as Mitchell avant sa blessure à 4/15, Bogdanovic à 0/9. En fait, il y a des nouveaux problèmes qui surgissent à tous les matchs. On dit, non, finalement, c'est ça le problème. C'est plus la défense extérieure. C'est terrible. Il y a trop de si pour Utah. Il y a trop de choses à régler, j'ai l'impression, en interne pour... Donc oui, pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est mort. Oui. Ouais. Allez, on passe Miami-Atlanta. Là aussi, ça me semble archi cuit pour les Hawks. À part, là, j'allais dire, il faudrait que, pour reprendre la phrase de Rick Pitino, là, que des anciennes stars sortent du vestiaire pour jouer le dernier match pour Atlanta. Mais même en mettant Dominic Wilkins, Trey Rollins et Doc Rivers, le joueur, je ne pense pas que ça suffirait pour aider cette équipe d'Atlanta face à la défense de fer de Miami. Je pense qu'on est typiquement sur la situation, tu vois, pour les Sixers, où tu es à 3-1, tu as ton match à domicile, tu es tête de série, tu assumes. Je pense que le Heat va montrer que c'est une tête de série qui va assumer son statut et finir la série à la maison. Et puis, il leur suffit de faire comme ils ont fait sur le dernier match, de jouer très dur et serré sur Trae Young. Ouais. Et malheureusement, Atlanta se limite un peu à ça et à la liberté qu'a Trae Young sur le terrain. Et là, il est complètement verrouillé. Donc, mais cette série. Et pourtant, Kyle Lowry est blessé. Hein. Oui, mais le reste. Mais il y a trop de ressources. Butler fait le taf en défense, là où il ne sera pas obligé de le faire sur d'autres séries. C'est ça le paradoxe, en fait. Jimmy Butler, super défenseur, ne sera peut-être pas toujours obligé de se coltiner le meilleur attaquant adverse. Là, il se permet de le faire. Je pense que cette série est quand même intéressante pour Atlanta. Ça leur montre vraiment ce qu'il leur faut pour l'avenir. Cette équipe, de toute façon, a son franchise player avec Trae Young. Il ne fera pas toujours des séries où il est muselé comme ça. Ils peuvent travailler à partir de ça. C'est quand même un bon front office. Qui sortent. Au final, ils sont revenus de super loin. Ils sont partis très, très loin. Atlanta, ils ont complètement raté leur début de saison. Ils ont quand même réussi à se qualifier en passant par le play-in. Bon, là, ils sortent contre Miami. Je veux dire, il n'y a pas de honte. Miami, c'est une équipe super solide. Oui, et pour le coup, comme New York l'an dernier, la saison de l'an dernier avait un peu créer des attentes, je pense, disproportionnées par rapport aux résultats potentiels de l'équipe aussi. Oui, c'est vrai. Allez, à l'ouest, Phoenix, New Orleans. Intéressante celle-là. Série complètement relancée pour le coup. On n'a pas vu venir celle-là. Enfin, c'est clair. Même avec des Booker en moins, honnêtement. Même la semaine dernière, on ne pensait pas du tout que ça pourrait prendre des. Il y a même pas une semaine, on ne pensait pas que ça pourrait prendre des. On était déjà extrêmement surpris de la manière dont les Pelicans jouaient, et avec ou sans Booker en face d'ailleurs. Mais là, de partout, et Phoenix qui commence à être un petit peu en difficulté. Pas de Booker au Game 5. Pas de Booker au Game 5. Moi, après, je cible encore un joueur individuellement, mais Brandon Ingram sur cette série, je suis très, très agréablement surpris. Il n'est pas du tout freiné. Enfin, Phoenix a quand même des joueurs extérieurs défensivement, c'est quand même du très, très haut niveau. Et il n'est pas du tout décontenancé par la défense qu'il lui propose. Il fait 30 points sur tous les matchs, beaucoup de sérénité. Le reste de l'équipe qui tourne bien. Je redis ce que j'ai dit la semaine dernière. En fait, quoi qu'il advienne de cette série, alors c'est que du bonus, parce que s'ils arrivent à taper Phoenix, qui est tête de série numéro 1, même sans Booker, ce sera un exploit. On en reparlera comme, eux, ils sont zéro Zion, hein. comme des We Believe Warriors et machin. C'est du même acabit et même pire vu qu'ils sortent du play-in. Et même s'ils sortent, on se dira finalement, ils n'ont pas fait que des conneries quand ils ont composé leur effectif. Bon, Zion va être convaincu d'essayer peut-être de se bouger un peu plus les fesses physiquement pour se réimbriquer dedans. CJ McCollum, c'était finalement pas un mauvais choix. Je pense que dans tous les cas, ce qui est en train de se passer est encourageant et qui est exploit ou non d'ailleurs. Pour la série. Ah non, pardon, vas-y Théo. Non, j'allais juste dire pour Brandon Ingram, ça va être vraiment passionnant ces prochains matchs parce que c'est un joueur dont on a toujours été sûr du talent et du potentiel. Et la grande question, ça a toujours été la constance. C'est vraiment les jours où il joue à son meilleur niveau.
on peut se poser la question de savoir combien il y a de joueurs qui jouent vraiment mieux au basket que ce mec-là ou qui sont plus durs à freiner. Mais par contre, voilà, c'est des saisons en dents de scie et, la plupart du temps. Donc là, si sur les prochains matchs, il arrive à rester dans cette constance, c'est vraiment une donnée, je pense, importante à prendre en compte peut-être pour le reste de sa carrière et pour l'avenir des Pelicans. Ouais, mais là, sur l'attitude de l'équipe, quand on voit Antoine a écrit un article sur les deux rookies qui ont un peu changé la donne Ouais. dans le Game 4 entre Herb Jones et Alvarado, qui a fait sa spéciale à Chris Paul en venant lui chipper après être passé derrière. Là, c'est magnifique quand même. Et Herb Jones, fantastique. On l'avait déjà noté quand même dans la saison que c'était un des rayons de soleil d'une saison pourrie. Ouais. Là, bon, déjà défensivement, il fait vraiment, vraiment des gros matchs. Et l'attitude, là, quand il rembarque Chris Paul qui essaie de le relever sans le calculer du tout, je trouve qu'il a un côté un peu badass qui est intéressant pour la suite aussi pour New Orleans. Ils ont du caractère. Après, si une petite note d'optimisme pour Phoenix. Pour l'instant, leurs role-players ont été très maladroits à 3 points. Que ce soit Shamet, Payne, même Johnson, là, depuis qu'il est rentré dans le 5, Bridges, Crowder est à 1 sur 17, je crois, ou quelque chose comme ça. Ils sont très maladroits. Je pense qu'il y a quand même un moment où ça va rentrer, où ça va tomber dedans, de préférence sur le Game 5 pour eux. Mais voilà, je pense qu'il y a encore de la marge. Je ne me dis pas qu'ils sont dans un état de panique. Après, c'est sûr, par contre, il faut vraiment gagner ce Game 5. Mais voilà, il y a des tirs qui rentrent d'habitude, qui ne rentrent pas. Tout n'est pas, je veux dire, on n'est pas sur une équipe de Phoenix qui doit complètement paniquer. Par contre, en tout cas sur ce tour-là, par contre, ça remet vachement en perspective. On parlait un peu l'autre fois des Warriors qui brillent. Voilà, quand on voit les Suns qui galèrent contre les Pelicans et les Warriors qui sont assez impressionnants, tu te dis que le rapport de force est peut-être effectivement vraiment en train de changer à l'Ouest. Toi, même dans le cas d'une série Suns-Mavericks, je demande à voir ce que ça peut donner, tu vois. Vraiment, Luka Doncic, un peu en mode LeBron des années Cleveland, du début de carrière, entouré de joueurs pas forcément stars, qui jouent, qui va affronter toute cette équipe de Phoenix. Je demande à voir, ça, je me projette un peu, mais ça pourrait être une très belle série là aussi. Carrément. Et la série Memphis contre Minnesota, qui est la série MMA, boxe taille, coup de karaté, coup de kung fu, qu'est-ce que ça. J'allais dire que c'était un peu la série Les Soudoués aussi, mais c'est pas très sympa. C'est un peu ça. En plus parce Ouais, que il y a les deux aspects. Il y a l'aspect ultra terre à terre où on se dit putain, mais les erreurs qu'ils commettent parfois c'est complètement invraisemblable en termes de QI basket, ce qu'a pu faire Towns, qui a un énorme talent offensif et qui fait des erreurs d'une bêtise affligeante. Plus et Memphis aussi d'ailleurs a eu des phases catastrophiques. Ouais, des deux côtés. Voilà. C'est la série où ça joue le moins bien au basket quand même, hein, j'ai l'impression. Ouais, voilà, mais c'est aussi celle que je trouve personnellement la plus divertissante parce que ça calcule pas, ça joue à fond, ça se rentre dedans, c'est hyper divertissant, je trouve. Il se passe des choses, quoi. C'est deux équipes jeunes qui se cherchent, qui se créent un peu. Il y a une espèce de rivalité qui se crée. C'est peut-être celle que j'aime le plus regarder, je pense. C'est une série entre deux équipes qui pensent que c'est ça le basket de playoff en fait. Qui se disent ah bah ouais mais c'est ça en fait les playoffs, c'est juste ça joue dur, ça castagne, tu vois. Ils sont dans les 90. Et attention, il faudra bien se mouiller la nuque par contre le tour suivant pour l'équipe. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est une série entre deux équipes qui n'ont pas compris que de toute façon c'est la seule et unique série qui pourront gagner pendant ces playoffs. Ouais, parce que derrière. Quand ils vont jouer les Warriors, le changement de niveau de jeu, d'intensité sera tel. En fait, c'est pas juste mettre des coups. Et quand ils vont comprendre ça, ça va en ramener plus d'un sur terre. Mais bon. C'est clair. Je pense que les arbitres doivent tirer à la courte paille pour savoir qui va arbitrer ces matchs-là. Le Game 2, je crois, le premier carton a duré 45 minutes à peu près, avec au moins 3 fois appel à la vidéo et compagnie. Il y a des trucs qui n'ont pas de sens dans cette série. Je comprends pourquoi Shai dit que c'est divertissant. Il y a plein de choses qui se passent pendant ces matchs-là qui n'ont pas de sens. C'est dans les attitudes, dans les. Même en tribune. Même des tribunes, il y a des nanas qui viennent pour essayer de monter sur le terrain et se coller et se barbouiller de colle pour se coller au parquet sous le panier. Et il y avait, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait aussi le père de Ja Morant qui s'était lancé dans une espèce de séance de trash talking avec le père de Karl Anthony Towns. C'était d'une tristesse, franchement.
Par contre, Le niveau n'était pas très élevé. le bodyguard qui a stoppé la fille qui a essayé d'entrer, là, Défenseur de l'année. énorme défense. C'est pas Marcus Smart, les gars, c'est lui. Le gars, il a tout lu avant, c'était magnifique. C'était niveau Draymond Green, quoi. Il a vu ce qui allait se passer avant même que ça passe par la tête de la meuf, se lever, avec une réactivité impressionnante. Les joueurs, certains, sur le moment, c'était assez marrant parce que certains joueurs, tu as l'impression qu'ils n'avaient même pas calculé qu'il était en train de se passer un truc en plein milieu du terrain. C'était assez culte, quoi. Et voilà, je pense qu'on a balayé toutes les séries au bout du compte. Pour les Nets, l'été va être intéressant à suivre. Hein. C'est pas la seule équipe. Je pense que du côté de Brooklyn, du côté de Salt Lake City, l'intersaison va être chaud. Nous, en tout cas, on va continuer de suivre les playoffs jour après jour sur basketsession.com. Vous pourrez trouver bien sûr toutes les news. Allez lire les articles et les analyses de Shai, d'Antoine et de tout le reste de la rédaction. On vous rappelle que le dernier MOOC, le MOOC numéro 9 Rivers, est disponible sur basketsession.com. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Ciao à tous. Ciao.